Bonjour à tous, nous allons donc commencer. Le XIXe siècle est un moment de bascule. Alors que l'enfant n'était que peu considéré comme une personne à part entière les siècles précédents, théoriciens, philosophes et hommes de loi commencent à s'intéresser à lui. Ses besoins sont pris en compte, notamment en ce qui concerne le jeu. À l'aune de l'industrialisation, les jouets se diffusent au sein de toutes les strates de la société. En ce sens, la poupée, jouet pour petite fille, mais aussi figure miniaturisée d'un être humain, est un exemple pertinent. Utilisée pour éduquer les enfants, elle ne concerne pourtant pas que ces derniers et s'invite dans le monde des adultes. Nous verrons notamment qu'elle est un objet qui accompagne les religieuses derrière la clôture du couvent. La poupée pose bien sûr des questions sociales et patrimoniales. Les poupées que nous conservons aujourd'hui, à l'instar des costumes, sont souvent des objets luxueux ou tout du moins ayant été considérées assez importantes pour être conservées et léguées. De ce fait, elles sont représentatives d'une certaine catégorie de la population et d'une certaine conception de l'éducation qu'il faut toujours garder à l'esprit. Dans une première partie, je m'intéresserai à l'éducation de la petite fille. Alors que l'enfant commence à être considéré comme un individu et que de nombreuses lois et circulaires portent sur l'éducation, de quelle manière la poupée est-elle utilisée pour éduquer les fillettes à devenir de futures mères ? En quoi la poupée hurée peut-elle permettre de comprendre le nouveau rôle accordé à ce jouet ? Dans un deuxième temps, ma collègue, Suzanne Martin-Vigier, proposera une incursion au sein de la clôture monastique au XIXe siècle et présentera les poupées conventuelles, des objets méconnus, témoins d'un artisanat féminin qui oscille entre représentation de sa propre condition et dévotion privée. Enfin, Manuel Charpie conclura notre présentation en vous présentant les maisons de poupées, objets qui accompagnaient aussi bien les enfants que les adultes. Au début du XIXe siècle, l'éducation des femmes évolue peu à peu. Il ne s'agit pas de rendre les femmes savantes ou de les instruire de la même manière que les hommes, mais de leur apprendre à être de futures mères. Ainsi, ce qui préoccupe les philosophes et théoriciens dès 1795, c'est de rendre ces femmes capables d'éduquer comme il le faut les futurs citoyens de France. Pour cela, elles doivent certes être vertueuses, mais aussi suffisamment cultivées. Pour autant, tous considèrent que les études ne peuvent leur convenir, que la place des fillettes n'est pas sur les bancs de l'école, place encore réservée de toute manière à une élite masculine. Ce sont donc les mères qui doivent façonner leurs filles à leur image. Alors que les lois instituées par Guizot envoient peu à peu les petits garçons à l'école, l'éducation des fillettes se déroule au sein du cercle familial. Dès 1837, les mères sont peu à peu exclues de cette éducation. On les incite à envoyer leurs filles au sein de pensions religieuses où elles commencent à avoir accès à l'enseignement primaire. Cela ne concerne donc que des familles aisées. Ce n'est qu'en 1850 qu'elles peuvent se rendre à l'école avec leurs frères, dans des bâtiments séparés et laïques. Enfin, en 1880, une loi retire définitivement les jeunes filles de l'éducation cléricale. L'enseignement proposé ne concerne cependant aucunement les humanités. En effet, l'école primaire et secondaire est toujours entièrement dédiée à cultiver les facultés pratiques et morales des futures femmes et donc futures mères. En d'autres termes, si l'État prend tout au long du siècle une part de plus en plus importante dans l'éducation féminine, celle-ci est toujours tournée vers le même objectif, former des mères républicaines. Ce discours institutionnel est complété par les ouvrages et périodiques destinés aux fillettes. Celles-ci doivent être bonnes, gentilles, gracieuses et sobres. Pour ainsi dire, si l'État se préoccupe de l'éducation formelle de ses enfants, la société cherche à compléter cette instruction en mettant en exergue leurs futures qualités sociales, essentielles à la maternité. C'est ici qu'intervient la poupée. Dès le milieu du XIXe siècle, elle incarne le futur enfant dont il faudra prendre soin. Le premier ouvrage mettant en scène une poupée dans ce rôle date de 1806, Les Jeux de la poupée ou les étrennes des demoiselles. Destiné aux enfants de la famille impériale, il fait de la poupée l'un des personnages principaux. La petite fille, en effet, est représentée en tant qu'institutrice de sa poupée, devenue son enfant à travers une journée type. Vous avez ici des captures d'écran montrant la fillette qui apprend à marcher à sa poupée. Si ce n'est sa taille,
Aucune différence n'est faite entre cette dernière et la petite fille. Elle est la personnification de l'enfant dont il est nécessaire de s'occuper. Cette idée fondamentale et centrale dans l'éducation féminine sera reprise dans de nombreux romans destinés aux fillettes, notamment La Comtesse de Ségur. En effet, qui ne connaît pas Sophie, qui par ses facéties, sa maladresse et ses malheurs, ne cesse de détériorer sa poupée qu'elle finit par enterrer en grande pompe lors de plusieurs chapitres. Dès 1863, les périodiques se font le relais de ces prétentions éducatives. Il semblerait que les lois ne paraissent pas assez rapidement pour offrir aux fillettes une éducation appliquée. Des initiatives personnelles et, bien entendu, mercantiles fleurissent donc. Cette année-là commence par exemple à paraître la revue La Poupée, recueil de tous les travaux des petites demoiselles. Dans l'introduction, les éditeurs et éditrices soulignent que les travaux d'aiguille sont trop sérieux et donc rébarbatifs pour les petites filles. Ces dernières ont besoin de leur propre revue, à même de les guider dans leurs premiers travaux d'aiguille, de tricot et de broderie. Et il est souligné, ainsi que vous pouvez le lire sur les dernières lignes, que les petites filles ont besoin d'images, d'historiettes, de contes et de poupées. C'est le seul jouet mentionné. L'enseignement vise clairement, à l'instar des institutions étatiques, à faire de ces fillettes de bonnes mères de famille, capables de s'occuper de leur ménage et des trousseaux de tous les membres de la dite famille. Très rapidement, de nombreuses revues reprenant le même principe prospèrent, tout ou presque ayant pour particularité de faire des poupées les rédactrices de la revue. En effet, la poupée est un objet de plaisir et un objet éducatif. Figurée dans les revues et dans les romans comme étant vivante et consciente, elle est la personnification de la conscience de la petite fille. Le jeu est pris comme prétexte pour délivrer un savoir, une morale. Bonne amie, la poupée rédactrice en chef de la revue La Poupée Modèle est ainsi investie de ce rôle de conseillère et de gouvernante. Je cite la poupée. Mon but, c'est de vous apprendre, tout en vous créant de nouveaux plaisirs, à devenir de bonnes petites filles, bien polies, bien aimables, et des petites ménagères modèles. Je veux que vous sachiez, grâce à moi, conduire le ménage de votre poupée aussi bien que votre bonne mère sait conduire le sien, et que vous soyez capable de diriger l'éducation de votre poupée chérie, comme vos professeurs dirigent la vôtre. Je veux enfin que mes conseils vous aident à acquérir toutes les qualités qui vous manquent pour devenir des petites filles parfaites. Et en effet, la revue La Poupée Modèle, qui paraît environ toutes les 2 semaines pendant 7 ans, a systématiquement un long paragraphe de bonne amie qui explique qu'elle connaît une petite fille qui a extrêmement maltraité sa poupée et qui a besoin donc de s'éduquer, de parvenir à devenir gracieuse, sobre et gentille. Une boucle est donc ici bouclée. La poupée, en tant que jouet et figure, apparaît dans des discours pédagogiques comme étant essentielle à l'éducation des petites filles. Or, ce qui est dit dans les lois, les romans et les revues transparaît également dans la production des jouets et plus précisément des poupées. Voici quelques chiffres et données trouvés lors de mes recherches afin de vous indiquer une mesure de l'importance prise par la poupée à cette période. En 1844, le fabricant Jumeau participe à l'exposition des produits de l'industrie française, future exposition universelle et futur salon de l'agriculture. Cette année-là, c'est la première fois que des poupées sont présentées et récompensées dans la catégorie des jouets d'enfants. En 1851, soit 6 années plus tard, alors que Adélaïde Calixte Huret, dont je vais vous parler peu après, commence à fabriquer et à commercialiser sa poupée, il n'y a pas moins de 122 fabricantes et fabricants de poupées présents à Paris. Ce nombre, qui ne cesse de s'accroître, est cependant moins représentatif que le procès pour contrefaçon intenté par Huret à la fabricante Romer en 1862. Le marché des poupées est devenu si important et lucratif que toutes et tous tentent de voler les secrets des uns des autres, de détourner les nombreux brevets déposés, afin de proposer à la vente des poupées pouvant plaire. Romer, qui sera mise en faute dans le procès et condamnée, sera même interdite de participation à l'exposition universelle de 1867, malgré ses très nombreuses lettres de protestation encore conservées. La poupée est donc devenue un objet populaire dans le sens où elle appartient au peuple et parce qu'elle le caractérise et lui renvoie une image de l'enfance et de l'éducation féminine. De ce fait, ce jouet devient courant et copié et contrefait très rapidement, et en particulier la poupée Huret, luxueuse, appréciée et réclamée.
Bien qu'étant un jouet raffiné, que peu de fillettes pouvaient se procurer, l'étude de la poupée hurée est requise pour comprendre la place prise par ce jouet au sein de l'éducation enfantine. Vous pouvez lire la citation que j'adore. Étudier l'objet permet en effet de mettre en perspective les textes cités précédemment. Ainsi, dès son premier brevet déposé en 1850, dont vous avez une photographie des dessins ici d'extrême mauvaise qualité, j'en suis désolée, Adélaïde Calixte-Huré insiste sur la dimension ludique et éducative de sa poupée. Son jouet doit être réaliste, agréable au toucher, adéquat quant, je cite, aux exigences de la toilette et l'amusement de l'enfant, selon ses propres termes. 3 notions intrinsèques à la poupée et à la poupée hurée. L'aspect réaliste et agréable au toucher est caractérisé par les matériaux. Huré est ainsi la première à mentionner dans son brevet le matériau guttaperca, sorte de résine très douce au toucher. Ici, la poupée que je vous présente est en bois articulé, car la guttaperca n'est que très très peu conservée, car si elle avait un excellent effet en 1850, elle ne se conserve quasiment pas. Utilisée depuis plusieurs années dans d'autres domaines, notamment les arts décoratifs, c'est la première fois qu'il est exploité pour un jouet. De la même manière, elle passe de la porcelaine au biscuit pour le visage de sa poupée, ce qui permet un rendu mat, plus proche du grain de peau des jeunes filles la possédant. Les exigences de la toilette, quant à elles, ne sont pas sans rappeler les revues évoquées précédemment. Les petites filles doivent être formées à entretenir les costumes de leur poupée, puisqu'elles devront plus tard entretenir les vêtements et trousseaux de tous les membres de leur famille. Toutefois, la notion d'adéquation utilisée par la créatrice est à souligner. Il ne s'agit pas vraiment tant de coudre les vêtements et de les réaliser ou de les entretenir, mais aussi prendre plaisir à habiller et déshabiller sa poupée de multiples fois. Selon certains auteurs contemporains, Huré aurait en effet envisagé de vendre sa poupée nue afin d'inciter les fillettes à réaliser elles-mêmes les vêtements. Jouer avec sa poupée avait donc pour conséquence directe, dans l'esprit d'Adélaïde Calixte-Huré, de créer, coudre les vêtements. Or, cette dimension costumière, si vous me pardonnez ici l'usage galvaudé du terme, est au cœur de toutes les préoccupations des fabricantes et fabricants du XIXe siècle et des historiens de l'art aujourd'hui. Et dans ce domaine, la poupée hurée est particulièrement remarquable. En effet, la patrimonialisation des jouets, des poupées et de leurs vêtements pose de nombreuses questions aux conservateurs et chercheurs. Comment savoir, comment être certain que les vêtements légués ou achetés sont ceux de la poupée ? Ont-ils été réalisés par la petite fille, par la maman, par la nourrice, par une costumière ? Ont-ils été achetés tels quels en magasin ou sous format de patron à coudre ensuite ? S'agit-il de vêtements de bébé et réadaptés à la taille de la poupée, dont on conserve des exemplaires en musée, ou alors de vêtements d'une autre poupée qui aurait été échangée, comme nos Barbies personnelles. S'il est évident que certains vêtements ont été fabriqués par la fillette ou sa maman pour la poupée, les autres posent toutes ces interrogations et bien d'autres. Or, la poupée hurée est la seule à pouvoir y répondre en quelque sorte, parce qu'elle est également la seule, à ma connaissance, à posséder des vêtements griffés. Je vous en présente ici 2. Dans mon mémoire, j'ai réussi à en retrouver 8, car ils sont quand même relativement rares et surtout en main de collections privées. Et vous voyez donc juste en dessous, voilà, la griffe hurée à Paris est réalisée à la ceinture, toujours du côté gauche de la robe. Ces tenues griffées et particulièrement luxueuses, puisque vous avez ici les tissus utilisés, serait le résultat de réclamations des mamans qui, n'ayant pas le temps d'assister leur enfant dans la création des vêtements, auraient souhaité pouvoir en acheter. Par ailleurs, ils ne sont pas sans rappeler la griffe du couturier Worth, fondateur de la haute couture, qui mettait exactement à la même période une griffe au même endroit. Mais je n'ai absolument trouvé aucune correspondance pour l'instant entre Worth et Huré. Pour cette dernière, vendre des vêtements signifiait donc vendre des vêtements aussi haut de gamme et uniques que sa poupée. Enfin, cette griffe permet de reconstituer un trousseau et donc de répondre à toutes les problématiques soulevées précédemment. Ils ont été réalisés pour la poupée hurée, dont les moules de réalisation ne changent pas pendant plus de 50 ans, et permettent donc d'étudier des trousseaux fiables, de comprendre comment les petites filles jouaient avec et la manière dont cela pouvait personnifier la poupée à leurs yeux. En effet, et je conclurai sur ce point, il apparaît que tous les vêtements griffés retrouvés et identifiés jusqu'ici, bien que cossus, peuvent être considérés comme étant ceux d'enfants.
De nouveau, je suis désolée pour la qualité de la photo. La mode enfantine, terme à considérer avec beaucoup de précaution, apparaît à la même période. Elle est le corollaire des poupées parce qu'elle incarne également le nouveau soin apporté à l'enfant en tant qu'individu. Attention, ce ne sont pas les vêtements de poupées qui incitent à la création de vêtements spécifiques aux enfants, comme on peut le lire dans certains ouvrages. C'est plutôt le nouvel intérêt porté à ces derniers qui fait que les deux phénomènes peuvent être étudiés ensemble, si ce n'est en parallèle. L'étude des vêtements de poupée est un moyen de comprendre les évolutions de ces costumes particuliers, relativement rares dans les collections muséales. De fait, certaines caractéristiques des vêtements grifféurés sautent aux yeux. Les mollets de la poupée portant ces robes sont toujours découverts, à l'instar des enfants qui portent ici les vêtements. Les corsages sont souples et carrés, ce qui permet des mouvements plus amples. Et ici, je vous ai mis précisément cette photographie parce que la robe de la jeune fille, qui commence quand même à être assez adulte par rapport aux autres enfants, ressemble en fait aux vêtements urés. Or, il semblerait que porter des costumes d'enfants facilite la personnification de la poupée, son anthropomorphisme en quelque sorte. La poupée, et notamment la poupée urée, qui a un corps relativement neutre, devient une enfant par ses vêtements. Elle accompagne la fillette en portant les mêmes tenues qu'elle. Ce n'est que lorsqu'elle commence à porter des vêtements d'adulte, qui existent bien sûr également, bien que je n'en ai toujours pas retrouvé avec la griffurée, mais je ne désespère pas, que la poupée incarne le futur de la petite fille, qui elle-même deviendra femme et échangera sa poupée contre un véritable enfant. Le vêtement est donc un objet d'éducation et symbolisait un rite de passage de la fillette à la femme. En tous les cas, ce qui est décrit dans de nombreux textes et romans, c'est ce qui est décrit dans de nombreux textes et romans, même s'il faut bien sûr en nuancer ces propos en gardant à l'esprit que usage, texte, réalité diffèrent parfois. Pour conclure, vêtements, poupées maniables et réalistes et éducation sont 3 points convergents que l'on peut étudier grâce à la poupée urée. Cette dernière n'est toutefois qu'un exemple parmi d'autres de la manière dont la poupée devient un objet populaire d'éducation des fillettes crucial au XIXe siècle. Donc bonjour à toutes et à tous, je vous propose de changer un peu d'univers et d'opérer, si je puis dire, un saut de l'autre côté de la clôture et d'entrer au couvent avec moi, si vous le voulez bien. Je vais donc vous présenter les poupées conventuelles. Les poupées conventuelles, comme vous le voyez sur la diapositive, vous en avez plusieurs exemplaires, sont des poupées fabriquées par les femmes dans les couvents. Elles possèdent un trousseau, à l'image des poupées jouets, si je puis dire, cousues à la main, pour le coup, par les religieuses qui les façonnent, et elles les représentent. Bien qu'elles représentent des femmes, leur morphologie est relativement simplifiée, elle est peu réaliste, il n'y a pas de forme féminine, peu de signes distinctifs, et vous verrez par exemple très peu de visages matures ou de marques du temps. À ce titre, elles peuvent représenter soit des sœurs contemplatives, c'est-à-dire des moniales qui sont hors du monde dans un couvent, soit des sœurs apostoliques, c'est-à-dire qui poursuivent une mission d'éducation ou d'évangélisation à l'extérieur du couvent, comme par exemple les dominicaines. Donc, elles constituent un panel relativement représentatif des différents ordres religieux de l'époque. Ce ne sont pas des jouets à proprement parler, elles n'ont pas vocation à être manipulées dans le cadre d'une activité ludique, même si je reviendrai sur ce point, un peu flou, mais elles sont bien appelées poupées par les moniales qui les fabriquent. Elles ne parlent ni d'effigies, ni de statuettes, mais véritablement de poupées. Et leur production s'étend entre, le pic de la production, si je puis dire, s'étend entre le XVIIIe et le XXe siècle, avec une production assez importante au XIXe, plus particulièrement. Ces poupées, en quoi sont-elles faites ? Elles peuvent tout d'abord être faites en cire. Il faut savoir que les couvents, notamment au XIXe siècle, sont des lieux importants de céroplastie, c'est-à-dire de l'art de modeler la cire. N'oublions pas que ce matériau rentre dans la fabrication d'objets absolument nécessaires à la liturgie et à la vie religieuse, que sont par exemple les cierges, mais également des petits médaillons en cire que l'on appelle Agnus Dei,
qui représentent l'agneau mystique et qui sont fondus avec la cire du cierge pascal, ou encore des effigies de l'enfant Jésus qui servaient d'objet de dévotion. Il y a donc un véritable artisanat conventuel de la cire. Plus étonnant, ou en tout cas pour nous aujourd'hui, elles peuvent être faites en mie de pain. C'est le cas pour les plus petites d'entre elles, je vous en reparlerai tout à l'heure. La mie de pain, c'est un matériau qui convient bien au couvent puisqu'il est humble, il se trouve très facilement et il n'est pas sans rappeler le processus eucharistique d'incarnation du corps du Christ dans le pain lors de la messe. Et progressivement, ces poupées sont également réalisées dans des matériaux dont ma collègue vous a parlé, comme la goutte à perca, le biscuit, le papier mâché et la porcelaine. Donc c'est intéressant parce qu'on a deux productions parallèles qui ne sont pas pour les mêmes personnes, qui ne sont pas des mêmes personnes et qui n'ont pas forcément la même destination, mais qui suivent des trajets identiques sur le plan iconographique, pas sur le plan du costume bien sûr, mais aussi sur le plan des matériaux utilisés. À ce titre, la poupée que vous voyez à gauche, qui est donc habillée en dominicaine, et j'insiste sur les mots, est un exemple assez unique, mais très intéressant, puisqu'au départ, c'est un jouet. Ce n'est pas une poupée, voilà. Et je pense que ma collègue l'a remarqué. C'est une poupée, on va dire, classique, qui a été amenée par la jeune postulante qui entrait chez les dominicaines, et elle a confectionné un petit costume, et à son image, elle lui a fait prendre l'habit. Donc, si vous me permettez ce bon mot, en l'occurrence, l'habit fait la moniale. Maintenant, je vais vous parler du trousseau. Alors, vous avez ici Sœur Jacqueline, que je vous présente. Donc, c'est son nom, elle est nommée comme ça. Il est fort probable que la moniale qui l'a fabriquée s'appelait Sœur Jacqueline également. Donc, une poupée conventuelle carmélite. Son voile blanc souligne sa condition de novice et elle possède un vrai trousseau. Vous le voyez autour d'elle, à l'image des poupées jouets. Alors, vous vous en doutez, un peu plus restreint. Il n'est pas question de robe de bal ici, c'est un peu plus austère. Mais tout de même, elle possède 2 robes, 2 manteaux de cœur, un pour l'été, un pour l'hiver, une toque, un voile de rechange et un chapelet que vous voyez qui pend à sa ceinture. Et ce que vous ne pouvez pas voir, mais je vous le dis quand même, elle a un petit crucifix en bois qui est caché dans sa poche, qui est recouvert par le scapulaire, c'est-à-dire cette bande d'étoffe qui vient barrer la poitrine, qui vient de tomber devant la poitrine. Et elle est chaussée d'alpargates, qui sont les choses démoniales, les choses habituelles démoniales. Donc c'est quand même très réaliste et très complet. Et paradoxalement, si ces poupées, dans leur corps et dans leur visage, sont peu individualisées, leur trousseau, en revanche, donne de nombreux détails, et sur les usages en matière de vêtements religieux, et sur les usages du couvent. Ici, par exemple, avec cette sœur de Saint-Joseph de l'Apparition, qui possède un petit bonnet très mignon avec ses petits plis, vous voyez brodé dessus 2 initiales, S et M. Alors, au-delà de nous donner une idée vague, certes, mais une idée de l'identité de la personne qu'elle représente, puisque je rappelle qu'elles sont à l'image identique de la moniale qui les a fabriquées, c'est un rappel des grandes lessives communes qui avaient lieu dans les couvents. Par exemple, au changement de saison, on mettait tous les costumes d'hiver ou tous les costumes d'été à laver tous ensemble. Et pour ne pas perdre son costume, on brodait son nom dessus. Un peu aujourd'hui, comme on écrirait le nom d'un enfant sur son manteau pour éviter qu'il ne le perde à la récréation. C'est un petit peu le même principe. Ça n'a pas vraiment la fonction d'une griffe, comme dans le cas que nous avons vu juste avant. Mais voilà. Deuxième exemple très concret. Alors cette poupée-là est plus récente. Ça se voit à son visage. Elle porte à son côté une petite pelote d'épingle. Il faut savoir qu'au XIXe siècle encore, les boutons sont très coûteux, puisqu'ils sont en nacre, en os ou parfois en corne, et les religieuses ne peuvent pas s'en offrir, ce n'est pas possible. Donc elles font tenir ensemble les différentes parties de leur costume grâce à des épingles. On dit même symboliquement qu'elles possèdent 1000 épingles. Je ne suis pas sûre que ça atteigne à chaque fois 1000, mais bon, voilà. Et donc, elles portent sur elles toujours une pelote de rechange au cas où elles en perdraient. Donc là, encore une fois, ce trousseau, il est chargé d'éléments extrêmement concrets de la vie monastique. Ces poupées, à quoi servent-elles ? C'est tout de même assez mystérieux comme objet. Ces femmes
pour certaines, certes, sont très jeunes quand elles rentrent au couvent, mais ne sont plus vraiment des enfants. Elles ne jouent pas avec. Que font-elles ? Elles ont tout d'abord une fonction mémorielle, de souvenir. Quand on rentre au couvent, ça n'a rien d'anodin. Vous ne pourrez plus voir votre famille et vos proches comme bon vous semble. Certains ordres, comme le Carmel par exemple, sont très stricts. Et quand elles sont permises, les visites dans l'année se comptent sur les doigts d'une demi-main, j'ai envie de vous dire. Donc on confectionnait une poupée à son effigie, qu'on habillait pour montrer sa nouvelle condition, qu'on envoyait à sa famille en guise de souvenir, un peu comme on enverrait une photo aujourd'hui. Ce sont également des moyens de communication, j'ose même dire de publicité, si ça ne paraîtrait pas un peu anachronique, mais lorsqu'on crée un nouvel ordre religieux ou une nouvelle congrégation, on doit créer un costume qui correspond à ce à quoi l'ordre est dédié. Donc ça peut être l'Immaculée Conception au XIXe siècle ou le Sacré-Cœur de Jésus. Vous avez plusieurs possibilités. Pour cela, il faut que l'évêché donne son approbation au costume. Et plutôt que de décrire le costume ou de faire un dessin, ce qui peut être aléatoire, on confectionne une poupée, on confectionne un prototype de vêtements et on l'envoie à l'évêque qui dit oui ou non. Voilà. Et il y a de nombreux exemples très concrets, notamment à Tarbes, d'une création d'un ordre où l'évêque a dit oui parce qu'il a vu la petite poupée. J'en arrive maintenant à une des fonctions peut-être les plus importantes, qui est la représentation, voire l'auto-représentation. Ces femmes se représentent elles-mêmes en petite dimension. Et à ce sujet, Claude Lévi-Strauss aborde la question du modèle réduit dans son essai « La pensée sauvage ». Il le qualifie même de type même de l'œuvre d'art, puisque par essence et de par ses dimensions, il aurait une vocation esthétique. Il dit la chose suivante: « Quelle vertu s'attache donc à la réduction, que celle-ci soit d'échelle ou qu'elle affecte les propriétés ? Elle résulte, semble-t-il, d'une sorte de renversement du procès de la connaissance. Pour connaître l'objet réel dans sa totalité, nous avons toujours tendance à opérer depuis ses parties. La résistance qui nous oppose est surmontée en la divisant. La réduction d'échelle renverse cette situation. Plus petite, la totalité de l'objet apparaît moins redoutable. Du fait d'être quantitativement diminuée, elle nous semble qualitativement simplifiée. Plus exactement, cette transposition quantitative accroît et diversifie notre pouvoir sur un homologue de la chose. En l'occurrence, l'homologue, c'est la poupée, et la chose, ou plutôt le sujet, c'est la religieuse. À travers lui, celle-ci peut être saisie, soupesée dans la main, appréhendée d'un seul coup d'œil. Et il donne spécifiquement l'exemple d'une poupée. La poupée de l'enfant n'est plus un adversaire, un rival ou même un interlocuteur. En elle et par elle, la personne se change en sujet. Donc, ces poupées sont comme une extension des religieuses elles-mêmes et elles leur permettent d'appréhender leurs propres conditions, finalement. Conditions qui changent quand elles rentrent, quand elles passent la clôture. Ce qui m'amène à la fonction spirituelle de ces objets. Quand les moniales fabriquent ces objets, mais que ce soit des poupées, ça peut être d'autres travaux manuels, c'est une marque du temps. Elles prennent du temps pour le faire, et ce temps, il s'intercale entre le temps qui est dédié à la prière et le temps dédié au chapitre, puisque quand vous êtes religieuse, le temps est divisé, extrêmement rythmé. Mais ça n'en est pas moins un temps qui est offert à Dieu. L'oisiveté est prohibée au couvent, tout travail manuel est un don à Dieu. Et elle-même parle, lorsqu'elle confectionne ses poupées, de prière manuelle. Donc on a véritablement là des objets de dévotion, si je puis dire, active. Enfin, une fonction didactique, puisque, et là je rejoins le propos de ma collègue Alicia, tout simplement, elles apprennent aux jeunes postulantes, qui parfois sont très jeunes quand elles rentrent au couvent, à s'habiller, à se tenir. Elles représentent l'idéal auquel elles doivent tendre en tant que religieuses. Et je finirai, pour faire une transition intéressante avant les maisons, par vous montrer ces exemples qui sont des cellules de nonnes, des objets assez fascinants, encore plus intéressants s'il en est que les poupées, qui sont des mises en situation de ces petites poupées, en fait. Donc là, elles sont encore plus réduites, bien sûr. Là, les religieuses ne représentent plus seulement leur propre personne, mais elles se représentent dans l'environnement le plus proche et le plus restreint et le plus familier, c'est leurs cellules. Donc elles confectionnent dans des boîtes souvent en carton
fermées sur 3 côtés, ouvertes sur le dernier comme des petites scénettes en fait, elles se représentent dans leurs cellules avec vraiment tous les détails et tous les objets, le lit, les meubles, les crucifix, voilà. Donc pour conclure, ces poupées conventuelles ne sont pas vraiment des jouets, ce sont, comme les appellent les anthropologues, plutôt des objets miroirs, des poupées reflets, qui permettent aux religieuses à la fois d'appréhender leurs conditions et qui les encouragent et leur enseignent à toujours tendre vers un idéal de dévotion et de prière. Voilà. Je vous remercie. Et bonjour à toutes et à tous. Et je vais effectivement enchaîner sur les boîtes à poupées, on va dire ça comme ça pour l'instant. Et principalement sur le 19e siècle aussi, puisque vous avez compris que c'était un moment assez central. Et pour revenir à la question des 3 jours sur la question de l'objet populaire ou pas, essayer de voir justement comment ces pratiques, ces usages sociaux se diffusent socialement. Et je voulais juste commencer par 2-3 éléments un peu éloignés de la poupée pour y revenir et revenir aux maisons de poupées. D'abord, une chose importante, c'est que la réduction change de nature, et dans un sens, Lévi-Strauss, si je me rappelle bien, le dit avant ou après dans son texte, change de nature au 19e siècle. Évidemment, les pratiques de réduction, de miniaturisation sont très anciennes. Elles connaissent une sorte d'attention accrue au XVIIIe siècle, mais le XIXe siècle change les choses puisqu'on propose des solutions industrielles. Je vous ai mis ici le brevet de Colas et Sauvage, tout le monde doit connaître ça plus ou moins, qui permet par des systèmes de pantographes de tailler en réduction, de dupliquer en réduction à l'identique à peu près tous les objets. On va articuler ça, je vous épargne les détails techniques, mais avec des fraises qui permettent de sculpter, et donc on va pouvoir tailler en réduction à peu près n'importe quel objet dans n'importe quelle matière, et ça donne cette industrie, vous le savez, du bibelot. Là, c'est le catalogue Barbedienne. Vous pouvez avoir évidemment le best-seller, la Vénus de Milo, en format cheminée, dessus de cheminée. Mais vous voyez que vous pouvez avoir des choses aussi extrêmement complexes. Mais c'est pour vous dire qu'à partir des années 1840, les procédés mécaniques de réduction ouvrent quand même un nouvel imaginaire, de nouvelles possibilités techniques, et puis une baisse des coûts, puisque c'est associé en plus à des techniques de moulage nouvelles, plus rapides, plus efficaces. Je ne rentre pas là dans le détail, mais on introduit de nouveaux matériaux qui permettent, que ce soit le caoutchouc, la galvanoplastie, les gélatines de porc, d'avoir des reproductions beaucoup plus fidèles, beaucoup plus fines, et donc de baisser les coûts. Et puis on l'a évoqué, des nouveaux matériaux plastiques qui permettent de mouler tout un tas d'objets relativement finement, de les teinter. Et ça va donner notamment toutes ces poupées que vous connaissez en gutta-perca ou en caoutchouc aussi. Et dans cet univers de la réduction, qui est, vous le savez, connecté aux intérieurs, c'est-à-dire c'est un monde en réduction destiné à finir dans les intérieurs, dans les replis des intérieurs. On a aussi évidemment le moment photographique qui est vraiment, comment dire, sensible à partir des années 1860, quand on pratique le négatif et qu'on va inventer des systèmes d'agrandissement et de réduction. Je vous ai mis ici le système d'Agron, qui est un des microphotographes les plus connus au 19e siècle, dans les années 60. Et vous pouvez avoir dans une bague, par exemple, ou alors d'abord je vais commencer dans l'ordre, dans une petite longue vue, la photo de votre femme, de votre fille, de votre etc. Et puis évidemment des images plus licencieuses. Là, par exemple, dans une bague. Donc, en gros, des bijoux photographiques qui permettent d'avoir avec soi des micro-photographies. Et ça se répand en fait à peu près partout, sous tous les formats et sur tous les supports. On se promène avec des sortes de panthéons sur soi. On a dans les intérieurs des espèces de mondes en réduction. Vous avez déjà dû voir ces cartes de Nadar ou de Disdéry, ou tous les grands photographes commerciaux du 19e siècle, où vous avez des milliers de têtes. Par exemple, vous avez toutes les danseuses de l'opéra sur une seule carte grande comme ça. Voilà, donc il y a cette idée
évidemment, là aussi, d'une réduction photographique. Vous le voyez à chaque fois, des réductions mécaniques, peu chères, industrielles. Et mécanique, du coup, dans l'imaginaire nouveau, on va dire, du 19e siècle, mécanique égale des réductions fidèles. C'est le grand discours. Puisque c'est mécanique, ça évite l'interprétation hasardeuse de la main. C'est un peu l'inverse de ce que vous avez présenté. L'autre chose, et vous voyez petit à petit aller vers les maisons de poupées, c'est la pratique de l'association entre les boîtes et les souvenirs qui se met en place au 19e siècle. Là aussi, ce n'est pas nouveau, mais ça prend un essor absolument considérable. J'aurais pu vous montrer des centaines de boîtes. Vous avez beaucoup de collectionneurs, plutôt des collectionneuses d'ailleurs, de ces boîtes. Mais vous avez des boîtes pour tout. Et notamment, vous voyez des boîtes pour les souvenirs, des boîtes pour les pensées, des boîtes pour etc. Donc il y a l'idée qu'on doit dans les intérieurs ranger les choses, évidemment, chaque chose a une place, mais aussi dans ces boîtes avec des étuis à l'intérieur, protéger et conserver les traces. Et donc on apprend comme ça à s'auto-collecter. On pourrait rajouter avec ça tout un système, en gros, dans les intérieurs qui se développe. C'est les secrétaires, où on va pouvoir mettre sous clé ses secrets, les boîtes, etc. Et puis vous avez toutes ces boîtes capitonnées qui vont se développer, vous voyez, qui disent la préciosité de ce qu'on va mettre dedans, qu'on va conserver. Je n'ai pas besoin de vous dire que c'est à ce moment-là que les cercueils se capitonnent aussi. Mais c'est dans un sens vraiment la même histoire. En tout cas, l'intérieur est capitonné, fermé, mis en boîte, et c'est cette idée que les souvenirs doivent vivre dans ces espaces réduits. Et puis, pour rejoindre ce qu'on disait tout à l'heure, je vais juste... Oui, non, je vais continuer comme ça. On développe, évidemment, je vais aller très vite, puisque vous l'avez dit, il y a tout le monde des poupées, tout le monde des dinettes, tout le monde des mobiliers de poupées qui va se développer, avec l'idée, bien sûr, d'apprendre l'économie domestique, hein, très simplement. Vous l'avez dit, à une sorte d'apprentissage de la bonne éducation, mais ça va jusqu'à apprendre à maîtriser des dinettes. Vous avez des dinettes avec 800 pièces hein, quand même, donc c'est un peu de travail pour faire ça. Alors heureusement, on a des domestiques qui finissent le travail quand les propriétaires sont fatigués, mais l'idée, voilà. Et puis j'insiste, ce sont des dinettes, vous avez dû en voir dans des brocantes, chez des antiquaires même plutôt, parce que ça vaut cher. Ce sont des matériaux précieux, fragiles, c'est même le principe, il faut qu'elles soient fragiles, puisqu'on doit apprendre à en prendre soin. C'est vraiment l'idée. Et donc vous avez toute une économie qui se développe, je mets juste une petite pierre pour tout à l'heure, c'est des choses qu'on va petit à petit trouver dans tous les catalogues des grands magasins. On va vers une production de plus en plus industrielle de ces objets. Mais ces objets vont devenir très vite et en même temps, j'aurais pu mettre tout ensemble ou dans le désordre, des supports de souvenirs. Pour vous donner une idée, dès 1850, donc tôt par rapport à ce que vous nous avez raconté, vous avez des antiquaires spécialisés dans le jouet qui revendent à des vieux monsieur en général des jouets. Et donc vous avez tout un tas de collectionneurs de jouets qui vont s'installer dans ces années-là. Vous avez des récits assez drôles de très grands banquiers. Je pense à Moïse Polydore Millot par exemple, qui raconte qu'en gros, il est devenu richissime, mais que ça n'a aucune importance pour lui. Ce qui compte, c'est qu'un jour, il retrouve le tableau animé qu'il avait dans sa chambre quand il était petit. Et effectivement, il dépense des sommes folles pour le retrouver. Il l'installe dans son salon, tout le monde lui dit que c'est de très mauvais goût, mais il dit... Non, voilà, c'est Rosebud, hein, en gros, quoi. Le jouet devient le support de sa propre histoire, de son propre souvenir, et ça va être vrai avec les poupées. Vous avez tout un tas de collectionneuses de poupées à partir des années 1850-1860. Phénomène intéressant peut-être à creuser, ce sont souvent d'ailleurs des actrices. Je pense à Mademoiselle Agar, qui vont collectionner ce genre d'objets, y compris, j'ai regardé, des poupées religieuses. L'autre, je vais passer vite sur ça. L'autre phénomène qui va expliquer le succès des maisons de poupées, ce sont toutes ces boîtes qu'on va développer dans ces années-là, qui vont être le support du souvenir. Donc pensez que vous avez le monde des jouets qu'on va collectionner pour leur force mémorielle, enfin leur force de souvenir, et puis toutes les boîtes, toutes les cloches que vous connaissez, qui sont d'abord presque botaniques au départ, hein, puis qui vont
rencontré un succès de plus en plus populaire, ces boîtes où on va, sur un petit coussin, mettre la couronne de mariée, vous avez déjà tous vu ça, des photographies, j'ai dit la robe de mariée, non, la couronne de mariée, ça va, un ruban de la communion, etc. Bref, on va épingler, ça rejoint ce qu'on disait tout à l'heure, mais sur un coussin capitonné en général, on va épingler comme ça ces souvenirs sous cloche, avec cette idée, vous voyez, de les protéger, d'arrêter le temps. Je vous ai mis plusieurs étapes, c'est un peu schématique, mais c'est quand même vrai. Dans les années 1860, ce sont encore des objets très chers, très ouvragés. C'est aussi que produire du verre courbe, etc., c'est pas si facile et c'est vite coûteux. Et puis on va aller petit à petit, vous voyez, version samaritaine et puis version très rurale. Ça, c'est quelque chose que j'ai trouvé dans un petit village en Touraine. Voilà, donc c'est des choses qui se diffusent très largement. En tout cas, vous le voyez, il y a cette idée d'espace particulier dédié aux souvenirs dans les intérieurs, et la maison de poupée va entrer dans cette économie. Je fais une incise, évidemment, la maison de poupée n'est pas une invention du 19e siècle, c'est pas une invention, c'est encore moins en quelque sorte une invention française, mais elle prend, puisqu'on en trouve depuis la Renaissance en Italie et plus encore dans les pays du Nord, mais elle prend au 19e siècle, elle devient extrêmement commune, et avec, pour rejoindre ce que vous disiez, une espèce de double discours, c'est l'idée finalement qu'on doit fabriquer la maison en même temps que le tapissier fabrique l'appartement, en gros. Et donc en général, on conseille de récupérer, là vous le voyez, c'est le cas, en haut à gauche, de récupérer les tissus, les tapis, les tapisseries de l'appartement, les restes, pour faire une sorte d'intérieur en réduction. Ça, c'est en quelque sorte la norme, ce qui est énoncé partout, ce qui se fait dans la très haute société. Et on trouve tout un tas de contrats avec les tapissiers pour s'occuper de ce genre de choses. Mais la pratique va être aussi, finalement, très vite, vous l'avez dit, c'est un marché quand même, il faut le dire aussi, de produire industriellement des choses qu'on va adapter. Ça donne ces pièces en bas. Et donc on va... Et ça va être d'ailleurs une spécificité française, on va être plutôt sur des pièces d'appartement que sur des maisons de poupées. C'est lié aussi à la structure de l'habitat, notamment parisien. À Londres, on est plutôt sur des maisons de poupées, à Paris, plutôt sur des pièces d'habitation, c'est assez logique. Et on va pouvoir acheter dans le commerce des pièces. Vous voyez, ça, c'est les petits fauteuils capitonnés sont achetés, et puis on va pouvoir comme ça meubler sa maison de poupée. Même si le discours permanent est faites-la vous-même, c'est beaucoup plus fort dans la manière de prendre soin, de construire un réceptacle à souvenirs. Je vous ai mis la maison de Victor Hugo, faite par Victor Hugo pour ses enfants, faite par Victor Hugo pour ses filles. Là, il y a une spécificité, c'est que Victor Hugo est en exil et qu'il s'ennuie, il le dit, et qu'il construit ça patiemment avec des cartes à jouer. Mais dans les pratiques, on se rend compte que même si toutes les revues de mode donnent tout un tas de conseils pour fabriquer soi-même tous ces petites choses, globalement, c'est quand même le commerce qui l'emporte. Et les seules traces que j'ai pu trouver, c'est dans la très haute société, où ce sont les domestiques qu'on fait travailler sur ces affaires-là. Mais vous savez qu'il y a toujours ce double discours dans la bourgeoisie du 19e siècle de « faites vous-même ». Et en même temps, en gros, c'est plutôt fait faire aux domestiques disponibles, et aux couturières à la journée. Et, enfin, voilà. Et pour terminer, ou presque, cette économie du souvenir via les maisons de poupées va faire qu'on en trouve en fait encore beaucoup, qu'elles vont se diffuser socialement, ça va devenir des objets relativement peu chers finalement. Alors souvent dépareillés, je ne sais pas si vous voyez à droite, là, rien n'est vraiment à la bonne échelle, enfin, mais ce n'est pas très grave, ce n'est pas l'essentiel. Mais l'industrie va produire comme ça quantité de petites pièces bon marché. Et donc on assiste à une vraie diffusion sociale et une sorte de rejeu permanent de ces maisons de poupées, avec cette chose très étrange, c'est à la fois le siège absolu de l'intimité et de l'histoire intime et familiale. C'est pas pour rien si Freud l'évoque plusieurs fois. Et en même temps, on va constamment, mais c'est un peu l'histoire d'héritage, on va constamment les perdre, les jeter, les détruire et constamment en racheter. C'est-à-dire qu'il y a une façon comme ça de racheter des réceptacles aux souvenirs et de transmettre. C'est heureusement en quelque sorte l'histoire de l'éducation par la poupée, c'est que c'est
une sorte de raté successif. Je signale juste en passant, vous disiez qu'il y avait 122, je crois, fabricants. On trouve des milliers de réparateurs de poupées au XIXe siècle, puisqu'on maltraite largement les poupées. En tout cas, il y a cette histoire qui va se rejouer constamment. Vous savez qu'il y a aujourd'hui un marché assez important, des jouets souvenirs, c'est un marché assez fort. Et je vous signale en passant, je l'ai envoyé ce matin à ma collègue, mais beaucoup trop tard, il y a 2 heures, donc c'était pas raisonnable. Mais du coup, je vous le signale. Le musée du jouet de Guérande est en vente, enfin vend ses fonds. Oui, en ce moment, sans faire de polémique, on croit toujours que c'est les musées africains qui ne sont pas capables et qui vendent leurs objets, mais en fait, le musée de Guérande associatif vend la totalité de son fonds aux enchères dans 15 jours, je crois, le 22 juin. Allez jeter un coup d'œil, c'est assez intéressant. Il y a le catalogue en ligne. On voit vraiment la diffusion de ces pratiques, y compris dans les milieux ruraux, avec parfois, et on le voit en fait, 5-6 objets suffisent à créer un univers. Et ça peut être dans des espèces de boîtes en bois très simples. Et puis il va se développer, je terminerai avec ça, l'industrie va imaginer des espèces de boîtes en carton pliantes qu'on va pouvoir ouvrir, certains ont peut-être déjà vu ça, ou même en tôle, où on va pouvoir avoir cette espèce de petit espace portatif qu'on va trouver partout. Je termine juste sur cette image. On va constamment dans ces espaces-là rejouer l'intimité. Donc c'est vraiment je rêve, que je rêve, que je rêve, que je rêve. C'est-à-dire dans des espaces qui sont de plus en plus clos comme la chambre, on va retrouver des maisons de poupées. Et dans ces maisons de poupées, dans cette deuxième chambre à soi, on va inviter, on va encourager, et les gens vont le faire, à mettre des micro-photographies de portraits de famille. Et puis vous le voyez, ce genre des lettres, par exemple, de sortes de confessions, des journaux intimes miniatures, par exemple. Vous voyez, donc il y a vraiment cette idée qu'on est dans le tréfonds de l'intimité, et avec ce témoignage qu'on trouve plusieurs fois que c'est l'espace dans lequel le reste de la famille n'entre pas, ne peut pas être intrusif, ne peut pas contrôler. Encore une fois, non, je m'arrête là et on prendra le temps pour parler. Merci de votre attention. Pour rebondir sur ce que vous disiez à la fin, on a retrouvé en 1970 une poupée hurée avec son trousseau que je ne vous ai pas présenté parce qu'elle est uniquement dans un livre et je n'en ai pas les droits. Mais il y a 2 lettres écrites par la petite fille qui possède la poupée, qui était partie à Paris sans sa poupée. Et donc elle lui écrit de minuscules lettres en lui expliquant qu'elle est en train de lui acheter des robes et qu'elle va dans telle boutique et qu'elle espère qu'elle ne s'ennuie pas et que, je ne sais plus comment s'appelle sa nourrice, mais s'en occupe bien et qu'elle a hâte de retrouver sa petite fille. Enfin, voilà, c'est très émouvant. C'est un des objets, mais c'est vraiment un des objets du dialogue avec soi-même, la poupée et la maison de poupée. C'est quand même au XIXe siècle où on se met couramment à parler à son chien, à sa tortue et à sa poupée. Donc c'est une invitation quand même à une espèce de dialogue solitaire, quoi. Mais ce qui est intéressant... magnifique. Merci. Non, je rebondis, merci. Je rebondis aussi sur ce que vous disiez juste à la fin. Là, en l'occurrence, c'est un espace intime où la famille a priori n'est pas invitée à entrer. Dans le cas des poupées conventuelles, c'est un peu c'est peut-être l'inverse. C'est-à-dire qu'au contraire, elles sont tellement cloîtrées qu'elles font sortir une part d'elles-mêmes, une extension d'elles-mêmes vers l'extérieur pour se rappeler au monde et se rappeler à leurs proches. Mais bon, voilà, c'est un double mouvement. Ça dépend du contexte. Mais voilà. Elles n'ont rien à cacher. Voilà, puisqu'elles sont dépouillées par définition de tout, quoi. Donc ouais. Je ne sais pas s'il y a des questions, du coup. S'il y a le temps. Alors la photo de la poupée hurée, vous ne pourrez pas la voir parce qu'elle est à Galliera. Et en fait, ça va faire, laissez-moi calculer, 45 ans que la collection de poupées et de vêtements de poupées de Galliera n'a pas été présentée. C'est l'une des plus grandes collections de France aujourd'hui.
Il n'y a que 2 musées en France, en l'occurrence, qui possèdent une poupée Huré, et c'est Galliera et Poissy. Et Galliera n'est absolument pas montré. Par contre, le musée du jouet de Poissy vient de rouvrir ses portes après 3 ans de travaux. Et je vous invite à y aller, genre vraiment. Il est absolument magnifique, il y a un véritable discours sur la poupée et sur l'évolution du jouet de la fin du XVIIIe siècle aux années 1980 à peu près. Et il y a une poupée Huré, entre autres. Et après, pardon, après, oui, on en trouve un. C'est très disséminé, c'est très bricolé, c'est rarement très bien sourcé. Il y avait quand même cette exposition qui tourne, là, qui s'appelle Little Life, qui était présentée à Bruxelles. Elle tourne un peu en Europe, qui est assez bien faite, où les objets sont vraiment documentés. Il y a un autre musée, moi, génial. Alors c'est pas très, c'est plus loin que Poissy, mais à Londres, le musée de l'enfance, qui est lié au Victoria et Albert Museum, qui est vraiment, vraiment génial, quoi. Puisque quand ils peignaient, ils fabriquaient des maquettes préalables des espaces qu'ils allaient représenter. Donc il y a cette idée. Et pour remonter encore plus loin, il y a ces fameux objets de mémoire décrits par Cicéron, Simonide, etc., où les auteurs, pour se souvenir d'un propos qui pouvait être abstrait, se bâtissaient dans leur tête des sortes de mini-espaces comme ça à l'intérieur desquels ils circulaient. Je ne sais pas, il y a cette idée d'objet de mémoire à l'intérieur duquel on construit finalement un discours avec des éléments du réel. Oui, non, mais oui, tout à fait. Et il y a tout un usage aussi didactique. Après, j'ai prévu d'embêter ma voisine pour qu'elle me donne des informations, mais non, j'ai trouvé pour une autre recherche, mais donc en gros 16e et 17e. Par exemple, quand on arrive dans des missions à l'étranger, des missions religieuses, pour présenter aux nouveaux arrivants la situation politique, on présente des grandes maquettes avec toutes les sommités des illustrations de la société, habillées, etc. Enfin, donc, et c'est décrit, on a des descriptions, je ne les ai jamais vues, mais il y a des descriptions, on dirait vraiment, ça rappelle vraiment ce qu'on sait de Poussin, notamment. Oui. Oui, là c'est vraiment des maquettes, de ce que j'ai trouvé, des maquettes avec les personnes, et c'est toujours précisé, avec leurs vêtements spécifiques qui permettent de se repérer dans la société, quoi. À cette même période, il y a énormément de poupées de mode aussi. Les poupées ne sont pas vraiment des jouets, ils apparaissent vraiment au 19e siècle. Et les poupées sont utilisées comme poupées de mode. Et par exemple, j'ai une anecdote où c'était en 1770, on a envoyé une poupée avec les vêtements qui étaient habillés à Paris, à Pointe-à-Pitre. Et en fait, lors du voyage, la poupée, les vêtements ont été dérangés. Et elle s'est retrouvée avec sur la tête un jupon qui s'était en partie déchiré, enfin quelque chose qui était assez intriguant, si bien que pendant plusieurs années, les femmes à Pointe-à-Pitre portaient une sorte de foulard tiré du jupon sur la tête, pensant qu'il s'agissait d'un vêtement de la mode parisienne. Voilà. Et du coup, ce que tu disais sur les poupées habillées qui étaient présentées, etc., les poupées de mode, je ne vous en ai pas parlé parce qu'on ne pouvait pas parler de tout, mais c'est absolument fondamental au 19e, au 20e. Et ces poupées-là de Galliera sont présentées sous fréquemment en exposition. Si vous avez des questions. On n'a plus le temps. Ah, non, on n'a plus le temps. L'identification au niveau des vêtements, c'est aussi entre la poupée et la fillette. Oui, oui. Ah, oui. Oui, bien sûr. Oui, c'est... Merci.